Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing, chers amis. Bienvenue mardi 14 juillet 2026. Bonne journée de repos, bonne journée de congé, bonnes vacances d'ailleurs si vous êtes déjà partis en vacances. Certains probablement ont profité de ce 14 juillet pour faire le pont, fête nationale de la France. Vive le pays, vive la France. Mais ici on ne s'arrête jamais, on bosse même le 14 juillet parce que Bitcoin ne s'arrête jamais. Et les fondamentaux non plus. Et d'ailleurs les fondamentaux global macro, les fondamentaux états-uniens par exemple, ça compte ne font pas la pause parce que c'est la fête nationale française, ne font pas la pause parce qu'on espère tous ce soir, en demi-finale de la Coupe du monde, vaincre l'Espagne et faire une troisième finale d'affilée en Coupe du monde. Espérons que ce match aura une issue favorable. Et si on perd, c'est pas grave. Bon, alors, dans cette nouvelle édition du CTB, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, pas mal de choses. Donc je vous disais, tout d'abord, les fondamentaux ne font pas de pause. Cette semaine, notamment, bah, aujourd'hui, ce 14 juillet, vous avez la première audition de Kevin Warsh devant le Congrès des États-Unis en tant que patron de la Fed. C'est très important. C'est un rendez-vous, qui a lieu, plusieurs fois par an. Et donc, Kevin Warsh, ce 14 juillet, va s'exprimer devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis. Donc, vous savez, le Congrès américain, c'est la Chambre des représentants, le Sénat. Et mercredi 15 juillet, il va causer devant la commission bancaire du Sénat US. D'ailleurs, commission bancaire du Sénat US qui avait validé le Clarity Act. Et d'ailleurs, c'est probablement cette semaine qu'on nous aurons la version finale du Clarity Act. Et peut-être, je dis bien peut-être, c'est pas certain, la semaine prochaine, semaine du 20 juillet, le vote en session plénière US du Clarity Act. C'est vraiment pas certain, il y a une chance sur deux, on verra bien, enfin, les choses avancent un peu. En tout cas, cette prise de parole de Kevin Warsh devant le Congrès US, ça va être hyper important parce qu'il y a une dimension politique. Cette fois-ci, c'est pas une décision de politique monétaire. Il n'y a pas les mecs du FOMC pour l'ennuyer. Il est tout seul face aux députés US, face aux sénateurs US. Il y a un positionnement politique. Donald Trump écoute. Nous verrons bien un peu s'il ouvre la porte à une hausse de taux technique à la rentrée ou pas. On sait qu'il revoit comment l'inflation est calculée, qu'il a d'autres approches. Bon, je n'en dis pas davantage. En tout cas, c'est le grand rendez-vous fondamental de la semaine, Kevin Warsh devant le Congrès US, ce mardi 14 et ce mercredi 15 juillet. Vous avez aussi l'inflation US CPI ce 14 juillet, alors que la situation au Moyen-Orient, je ne sais pas quoi dire dessus, je trouve pas les adjectifs, en fait, ça change toutes les heures, mais on va dire que c'est incertain, c'est compliqué, c'est flou. En tout cas, ce n'est pas apaisé à 100. Ça, c'est certain. Je vais vous parler du S&P 500. Le S&P 500 qui est toujours pas loin de ses records. Le top final est-il en vue? Je vais resituer un peu le SP 500 sur le plan global macro, sachant que moi, je distingue complètement le cycle Bitcoin du S&P 500, puisque c'est une année de bear market pour le S&P 500. Conformément à ce sens pour le Bitcoin, S&P 500, lui, fait sa propre vie, d'ailleurs, en lien avec la tech. Je vous donnerai les tout derniers chiffres, toutes dernières anticipations pour l'inflation US qui est publiée justement ce 14. Le dollar US, on fait un point sur aussi l'action stratégie. Je refais un point cyclique sur Bitcoin avec quelques graphiques à jour pour bien situer les choses et vous rappeler que c'est vraiment cette seconde partie d'année qui doit voir l'inflexion. Et donc, c'est une opportunité de 3-4 ans. C'est vraiment une asymétrie long terme. Bon, je vais vous montrer quelques graphiques un peu excitants, sachant que j'estime toujours qu'il reste un dernier bottom. Voilà. Et puis, on fait bien sûr le point technique sur le Bitcoin. Et puis, je vais vous parler d'un point de vue technique, de vous parler de Cardano et de NIR. Pourquoi? Parce que vous me les avez demandé dans les commentaires. Je vous en remercie. Et donc, je vous invite à continuer à laisser des commentaires en donnant. Alors, vous pouvez dire ce que vous voulez, des critiques positives, négatives. Allez-y, hein, c'est la liberté d'expression. Et puis, moi, je prends tout le négatif, j'essaie de progresser. Le positif, ça me fait plaisir. Et donc je vais parler de NIR et de ADA parce que ce sont les 2 tokens que vous m'avez le plus demandé la semaine dernière dans les commentaires du précédent CTB. CTB pour Cryptos Technical Briefing pour ceux qui découvrent mes vidéos. Ça a lieu chaque mardi. Et d'ailleurs, probablement qu'à partir de la rentrée prochaine, enfin janvier prochain, le CTB aura peut-être lieu 2 fois par semaine. D'ailleurs, si ça peut vous intéresser, si vous trouvez que c'est bien, vous pouvez aussi me dire: «Oui Vincent, on veut 2 fois le CTB par semaine» ou c'est trop, c'est pas forcément nécessaire». Je regarderai un peu ce que vous en pensez. Allez, on attaque, merci et encore, bonne journée du 14 juillet. Maintenant, moi, je passe sur le PC. Regardez les graphiques avec vous. Allez, c'est parti les amis, on attaque. Si vous faites partie, comme moi, de la team qui part pas en vacances, manifestez-vous dans les commentaires. Alors, Kevin Warsh parle devant le Congrès des États-Unis ce mardi et ce mercredi, au pire moment, parce que ça repart en vrille complètement au Moyen-Orient, surtout le prix du pétrole rebondit. Ça va être intéressant parce que Kevin Warsh, alors là, il va s'exprimer devant les sénateurs et les parlementaires américains. Donc ce mardi, ce mercredi, le baril a fortement rebondi. La situation au Moyen-Orient, je la commande pas, elle est confuse. On chaque pays revendique le contrôle du détroit, ça se balance des missiles en même temps, ça négocie encore. C'est quand même compliqué. Le blocus américain est censé recommencer ce soir.
ce qui va vraiment, contre les ports iraniens. Bon, l'Iran, vise à viser des navires de transport, des Émirats arabes unis. Enfin voilà, la situation est complexe. Le prix du pétrole rebondit. Aujourd'hui, c'est l'inflation US CPI. Cet après-midi, Warsh parle devant la Chambre des représentants US. Demain, devant la commission bancaire du Sénat US. Le prix du pétrole repart. Est-ce que ça va combien de temps ça va durer? Jusqu'où ça va aller? Est-ce que ça va vite retomber? L'inflation nominale, les perspectives d'inflation s'amélioreraient. Est-ce que ça va bouleverser tout ça? Qu'est-ce que regarde vraiment Kevin Warsh? Enfin, il y a quand même beaucoup d'incertitudes et au final, c'est vrai que là, ça va de plus en plus pousser la Fed à devoir passer au moins une hausse de taux à la rentrée. Voilà, sauf si, miracle, vraiment les choses s'apaisent. En tout cas, Bitcoin, lui, je dis juste ça en introduction. Je suis un peu claqué parce que le feu d'artifice de la défense m'empêchait de dormir. Voilà, mais bon, Bitcoin suit complètement son cours. Vous avez pas remarqué, vous l'avez bien vu depuis le début de l'année, il ne suit que son propre chemin. J'ai des éléments cycliques que je vais vous montrer. Vous savez qu'on n'est pas loin du bout du bout, on a fait 75-80 du chemin. On va pas dropper à 30K. Je vais vous montrer des choses intéressantes. Enfin voilà, ça vous connaissez le topo. Donc j'attaque, je suis quand même mon plan, je vais vite, je fais une vidéo quand même plus courte. Enfin, je vais essayer de faire plus court, c'est 14 quand même. On va y aller tranquille. Aujourd'hui, S&P 500, S&P 500, le top final est-il en vue? Donc oui, aujourd'hui, inflation US CPI. Le core CPI est à 2,9. Le core CPI est à 2,9. Alors, la Fed ne regarde pas forcément le CPI, mais c'est quand même un baromètre d'inflation. Il est quand même globalement resté sous contrôle. Je vais vous montrer quand même sur longue période, ouais, il reste quand même sous contrôle malgré les événements du Moyen-Orient. Ça, c'est une bonne chose parce qu'il y a des pressions des inflationnistes. Mais c'est vrai que là, ce qui est un peu dommage, c'est que Kevin Warsh va s'exprimer aujourd'hui. Voilà, comme par hasard, ça fait 3 jours que le pétrole repart pleine balle à la hausse, après avoir comblé le gap haussier du 2 mars. Donc pour vraiment revenir au monde d'avant, il faudrait repasser sous le gap haussier ouvert le lundi 2 mars. Rappelez-vous, à l'époque, les opérations militaires ont commencé le 28 février. Je ne vous refais pas toute l'histoire. Donc voilà, forcément, alors, s si on est entre 66 et 80, ça va, c'est sous contrôle, il faut pas repasser 80. Mais on voit très bien que c'est vraiment le gros niveau, il faudra être capable de repasser là-dessous et pour ça, il faut que les choses s'améliorent au Moyen-Orient, il faut que ce soit vraiment fluide. Au sein du détroit d'Ormuz, la Chine et l'Inde mettent une pression maximale parce qu'elles en ont plein le dos et je reste poli, cette histoire. Bon, ouais, bah, c'est compliqué. Bon, ça va être on va voir. De toute façon, dites-vous bien une chose, que la Fed monte ses taux ou nous, c'est pas grave. Le précédent bear market de Bitcoin, c'était terminé, la Fed montait les taux, il y avait aucun stress. Bitcoin suit son propre cycle. Bien sûr que ça peut agir sur les détails de l'action des prix court terme et cetera, mais ça va pas modifier profondément. Ça peut modifier le timing un peu, mais pas les dynamiques de fond. Alors bon, S&P 500, le top final est-il en vue? Le S&P 500, il ne bronche pas. Il ne bronche pas. Il est haussier sur tous les horizons de temps. D'ailleurs, même là, regardez, depuis 3-4 jours, le du pétrole remonte. Le machin, il est collé à son record historique. Il est collé à son record historique parce que tout le monde se dit que finalement, cette situation au Moyen-Orient, comme d'hab, le prix du pétrole finira par retomber et qu'il y a d'autres fondamentaux, des fondamentaux qui sont bons. Le top final est-il en vue? Moi, j'estime que c'est 7 650 points, c'est pas encore le top final. Vous voyez même qu'à court terme, pour l'instant, ben, aucun support n'est cassé, de différentes approches de l'analyse technique. Alors, où sera le top final? J'ai quelques graphiques à vous montrer rapidement, mais si vous regardez par exemple le positionnement institutionnel, le top final sera quand le stade de l'euphorie aura le dessus. Pour l'instant, le stade de l'euphorie, alors, il est important, essentiellement lié à la tech d'ailleurs, puisque là, on demande aux institutionnels, c'est la dernière étude Bank of America, BofA Fund Manager Survey, de se positionner en termes de sentiments sur la bulle de la tech. Oui, bien sûr, c'est une phase de boom et d'optimisme, mais pas encore de bulle. D'ailleurs, les résultats de la tech sont massifs. Le marché anticipe pour le second trimestre et encore des résultats en forte hausse, des profits en forte hausse pour la tech. C'est surtout en seconde partie du mois de juillet que les résultats de la tech vont commencer à tomber. Et si vous regardez le S&P 500 en termes de valorisation, alors que le S&P 500 est sur son record historique, le PE forward du S&P 500, il est à peine à sa moyenne des 5 dernières années. Moi, la question que je me suis posée, elle est toute conne. Quelle est la valeur du S&P 500 si simplement en termes de valo, on remonte à son record? Parce que là, le S&P 500, lui, effectivement, il est à son record historique. Il est collé, donc on voit bien tous les horizons de temps, mensuel, weekly, daily, il est collé à son record historique. OK, d'accord. Mais
les perspectives de profit sont tellement solides et les bénéfices qui ont été publiés récemment sont tellement solides, donc je parle des bénéfices passés et futurs. Quand on valorise, il faut avoir une approche moyenne entre le passé et le futur. Donc vous pouvez regarder la valeur du marché par rapport aux bénéfices des dernières années. Nous ne sommes pas encore au record historique. Moi, la question est toute bête. La question que je me suis posée, c'est quelle est la valeur du S&P 500 si on revient au record historique qui date de 1999 en termes de PE de Shiller, on tient compte des bénéfices passés retraités de l'inflation. Quelle est la valeur du S&P 500 si on revient au record historique en tenant compte du PE forward? Eh bien, concrètement, c'est autour des 8000 points. Quoi. Donc, on est à 7006. Voilà, donc il y aura toujours des corrections court terme en lien avec la géopolitique. Le marché peut peut-être revenir ici, revenir tester. D'ailleurs, il n'y a aucune interruption de la tendance haussière tant qu'on ne casse pas les 7000 points. Le marché peut peut-être revenir tester 7000, mais je pense que fondamentalement, il reste de l'upside et que finalement, la géopolitique reste finalement du bruit en fait. Ça s'excite, ça se réexcite, ça se calme, ça se réexcite. Mais finalement, ça ne casse pas les dynamiques de fond. Parce qu'aucun pays dans le monde, ni la Chine, ni l'Inde, ni les États-Unis, ni l'Iran n'ont intérêt à ce que ça parte complètement en vrille à fond. Bon, donc le top final est-il en vue? Oui, il est pas loin, mais il n'est pas encore fait. Après, au fait, on s'en fout complètement. Bitcoin, lui, suit son propre cycle. Donc là, je voulais quand même vous parler quand même du marché action, parce que bien sûr que ça agit. Donc, vous avez ce mardi la publication donc, de l'inflation CPI. Euh, Kevin Warsh ne regarde pas le CPI, il regarde bien sûr le prix du pétrole, il regarde le PCE. Kevin Warsh, il regarde ce qu'on appelle le TRIM PCE. Le PCE, c'est l'indice d'inflation favori de la Fed. Le Trim Min PCE, c'est celui qui dégage les éléments les plus volatiles au nord et au sud. Et lui, il est complètement plat en fait. Il est flat, il est à peine perturbé par les événements géopolitiques. Et d'ailleurs, vous avez une version Trueflation, True, une toute nouvelle. Alors, Trueflation, j'adore, ils lancent plein de nouveaux trucs. Et là, ils ont lancé donc une version Trueflation du Trim Min PCE. Et ils sont marrants, ils l'ont appelé le Kevin Warsh Trim Min PCE. C'est pour bien insister, pour dire, c'est ça que regarde Kevin Warsh. Ça m'a fait délirer quand j'ai vu ça. Moi, ça m'a fait ma journée. J'ai vu ça, je fais: «Incroyable, incroyable». L'indice officiel, c'est le Trim-Min PCE et eux, donc Trueflation lance leur propre version du Trim-Min, mais comme, c'est celui qui regarde la Fed, ils l'ont appelé le Warsh Trim-Min PCE. Il est flat, le truc est flat. C'est moi qu'il y a des pressions des inflationnistes au-delà de l'inflation énergétique, du détroit d'Ormuz et cetera. Et ça, Kevin Warsh, il arrête pas de le dire. Donc ça va être intéressant de voir. Ça va être intéressant de voir. Ça, c'est la version Trueflation du prix du gallon aux États-Unis. Alors, on n'est pas revenu sur les prix de janvier-février dernier, mais la dynamique est quand même en baisse. Après, ça va dépendre à court terme de combien de temps le pétrole reste bullish, est-ce que ça retombe, de la situation au Moyen-Orient, etc. Mais ce qui va être très intéressant aujourd'hui, c'est de savoir si l'ami Warsh, devant le Congrès des États-Unis, quel positionnement il va avoir. Est-ce qu'il va vraiment préparer le marché à une hausse de taux à la rentrée? Est-ce qu'il va se dire quand même confiant sur certaines lectures de l'inflation? Sachant que lui, vous savez qu'il a lancé des groupes de travail, et notamment un groupe de travail pour se pencher justement sur la façon dont la Fed regarde l'inflation, et peut-être aller plutôt davantage des données temps réel, et notamment du trim mean, et pas du PCE Core comme c'est le cas actuellement. Donc voilà, il y a plein de choses qui arrivent, qui vont être modifiées. Mais là, cet été, il y a encore de la volatilité. Alors d'ailleurs, cette semaine, il faut vraiment surveiller le dollar US. Le dollar US, vous savez, je vous en parle tout le temps, qui dans tous les bear markets du passé, notamment les deux derniers, avait donné un signal de breakout bullish. Va-t-il enfin le faire? C'est vrai que dans les précédents bear markets, il avait donné le signal plutôt en phase initiale de bear, mais là, en même temps, le dollar, il est bullish depuis janvier dernier. Hein, donc, sauf que, voilà, là, il est vraiment en contact de cet important seuil, là, des 100-102 points. D'ailleurs, en Ishimoku, vous voyez, hein, ça peut ressembler à ce type ici de signaux, sauf que c'est pas encore donné. Ça va dépendre de la Fed. Ça va dépendre de la Fed. Ça impacte bien sûr l'or, l'argent, ça impactera aussi Bitcoin. Ça, c'est probablement le signal qu'il faut surveiller cette semaine. Et ça va directement dépendre de la façon dont Kevin Warsh se positionne. C'est-à-dire que, voilà, alors, il peut très bien annoncer une hausse de taux qui aurait un côté technique, côté crédibilité de la Fed, parce que si vous voulez, à un moment ou à un autre, de ne pas monter les taux, heu, s'il y a un décalage trop fort avec la réalité, c'est bearish pour le marché, parce que la Fed perd sa crédibilité. Mieux vaut monter les taux que la Fed ne perde sa crédibilité, vous voyez? En termes d'impact sur les actifs risqués en bourse. Donc ça fait partie des signaux techniques que je vais aussi fortement surveiller. Alors, je continue, alors je vais maintenant, je vais refaire un point sur la situation cyclique du BTC. Je regarde si j'avais pas d'autres trucs à vous montrer. Si j'avais encore plein d'autres choses. Attendez, je vais un peu trop vite là. Donc oui, pour moi, le marché action, le S&P 500 n'a pas fait encore son top final. Je voulais aussi vous montrer ça, le pourcentage pardon, de cash
chez les gérants, qui est certes à un niveau très bas, mais qui est remonté. Heu, Si vous voulez, il y aurait vraiment un risque de top majeur du S&P 500. Alors déjà, il faudrait des profit warnings dans la tech. Il faudrait quelque chose de détestable dans les perspectives de profit de la tech, mais d'un point de vue du positionnement, c'est lorsque la part du cash est au plus bas, lorsqu'il y a plus de cash à déverser sur les actifs risqués en bourse et même sur les autres classes d'actifs, que le marché est proche d'un top majeur. Et là, la part du cash est remontée, donc il y a encore du cash qui peut se déverser. Vous voyez, elle était tombée à 3 et est remontée à 4,5. Voilà, donc il y a de quoi, en fait, si vous voulez encore alimenter les actifs risqués en bourse, si les résultats l'autorisent. Je vous parlais un instant du dollar US. Les positions longues sur le dollar US sont au plus haut de 10 ans. Elles sont au plus haut de 10 ans, mais il n'y a pas encore eu de breakout majeur. Et si vous regardez le positionnement spécifiquement sur l'euro-dollar, il est très équilibré. C'est vraiment du 50-50 sur le dollar US, mais tout comme en fait, actuellement, l'incertitude liée à la Fed, c'est du 50-50. C'est pourquoi, plus que jamais, et peut-être même encore plus important que la géopolitique cette semaine, là, ce que va raconter Kevin Warsh cette semaine, et donc notez bien, aujourd'hui, mardi 14 juillet, devant la Chambre des représentants des États-Unis, et mercredi, devant le Sénat des États-Unis, est probablement encore plus important que, que tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, il y a des choses qui sont concrètes, très bien, les drones, les missiles, la navigation au sein du détroit d'Ormuz, on voit très bien. Et puis, il y a des déclarations qui sont complètement farfelues. J'ai écouté hier Donald Trump qui disait qu'il voulait imposer lui-même une taxe de 20. Chacun fait des déclarations en disant qu'il contrôle le détroit d'Ormuz. Bon, on a l'impression de voir des gamins s'agiter dans la cour de récré et dire moi je, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Tout ça, finalement, d'ailleurs, d'ailleurs, c'est tellement pas sérieux que le S&P 500, il en a rien à secouer. Mais rien. Le truc ne bronche pas. Vous regardez le S&P 500, est-ce que vous avez l'impression que c'est compliqué depuis 4-5 jours en géopolitique? Bah non, parce qu'au fond, bah, on sait que tout ça va finir par un moment ou un autre, de toute façon, il y aura quelque chose, il y aura un apaisement, il y aura un deal. Et ou sinon, le marché ignore parce qu'en fait, le marché n'arrive plus à distinguer qu'est-ce qui se passe entre les déclarations et la réalité du détroit. Parce qu'on sait qu'il y a encore des bateaux qui passent. Voilà, donc bon, entre ceux qui disent que c'est fermé, mais ça passe encore. Vous voyez, donc le marché, pour l'instant, il attend pour voir. Il attend pour voir. Alors, oui, donc, d'un point de vue cyclique, pour le BTC, je vous en ai déjà parlé. Je pense que alors rappelez-vous, hein, je vous ai déjà montré, ce qui était pour moi, ce qu'il y avait de plus percutant pour voir venir la fin du bear market, donc, l'aspect prix, l'aspect temps des indicateurs on-chain. Voilà, l'intervalle entre 50 et 57 K. Là d'ailleurs, au passage, alors j'ai pas mis à jour le 75, c'est un peu plus maintenant. Nous sommes à 281 jours de bear market, on approche de la fin, hein. En moyenne, c'est 365. Voilà, la fin du bear, si vous voulez, elle va se faire par ici. D'ailleurs, sur ce graphique, cet indicateur représente les phases du cycle Bitcoin avec un code couleur. Et voilà, c'est les phases de bull run en rouge, les grosses phases de bear en jaune, les phases d'accumulation en vert, les phases intermédiaires en bleu, le bull run, le bear market, l'accumulation bleue, le bull run, le bear market. Voilà, on est rentré dans la phase finale. Et si vous voulez, ça va se faire là-dedans. Voilà, ça va se faire là. Si j'ajuste, finalement, ça va se faire entre 53 et 60. Donc on n'est pas loin de la fin du bordel, même si moi je m'enquille d'un des creux. Voilà. Je vous dis tout de suite, le marché, ce qu'il va faire, il va faire ça, ça. Et quand on va arriver en dernière partie d'année, octobre-novembre, ça va sortir par le haut. Et on va repartir pour un truc comme ça. Alors ça aura pas exactement la même forme, mais on va repartir pour un truc comme ça. Je vais vous montrer dans un instant le ratio de Sharpe. Mais là, je vous resitue donc Bitcoin sur le long terme par rapport à ses moyennes cycliques, le min, le max. C'est intéressant de noter, c'est que Bitcoin finit toujours par corriger les excès. Vous prenez par exemple l'ancien cycle. Eh bien, pendant longtemps, l'ancien cycle, avant d'ailleurs la victoire de Trump, eh bien, on a eu un marché qui était plus fort que la moyenne, que le min, que le max. Plus fort que la moyenne, plus fort que le max. On était sortis des bandes. Et d'ailleurs, beaucoup se demandent pourquoi Bitcoin, sur le cycle précédent, n'a pas eu la poussée finale. C'est parce que dans la première partie de son cycle, il avait été plus fort. Donc, tu as été plus fort à un moment, et ben donc, il faut corriger l'excès par un autre excès. Et donc, tu es plus faible sur la fin. Et là, ce qu'on voit, c'est que pendant tout le bear market, on est beaucoup plus faible que la moyenne. Et en fait, ce qui compte, c'est que là, ça y est, on est entré dans la phase de latéralisation moyenne. Et le fait ici qu'on ait été plus faible dans le bear market, vous allez voir, j'en mets ma main à couper,
que d'ici 2029, il y aura un moment où on sera plus fort que la moyenne. Il y aura quelque part entre 2027 et 2029 un moment où on va être dans cet espace-là. Voilà. Et donc c'est vraiment très prometteur d'avoir été Bitcoin corrige toujours un excès par l'excès opposé. Tu as été ici plus faible, hop, tu te retrouves plus fort. Tu as été plus fort, tu te retrouves plus faible. Tu as été plus faible, tu te retrouves plus fort, et cetera. Là, on va pas faire trop de plans sur la comète. Pour l'instant, on voit qu'on est rentré dans la phase estivale de latéralisation fin de bear, même s'il peut rester donc un dernier machin. Mais voilà, tout ça est assez passionnant. Tout ça est assez passionnant. Et moi, je pense que voilà, on va faire un truc un peu un caca nerveux comme ça, et que petit à petit, voilà, on va repartir, et peut-être qu'on va traverser là, quand l'écart, il y a peu de largeur entre le min et le max, et on repartira. Alors après, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire ça? Est-ce qu'on va s'inscrire dans le truc? Est-ce qu'on va faire ça et puis revient à la moyenne? Aucune idée, ça, ce sera l'action des prix. On analysera ça en temps réel. Mais là, vous voyez bien qu'on est gentiment rentré dans le gros pâté de la botomisation. Alors, voilà, je pense quand même qu'à un moment ou à un autre, on va aller chatouiller entre 50 et 55, quelque part, peut-être plutôt en août d'ailleurs, ou peut-être qu'on va le faire maintenant si ça part en sucette au Moyen-Orient. Moi, j'ai toujours vu ça davantage en août, vous le savez, on verra. Parce que d'ailleurs, je vous avais dit que depuis juin, je vous disais, juillet, on va faire un truc à peu près positif, mais pas fou furieux. D'ailleurs, regardez, juillet, là, on est à plus 6,5 de performance. Depuis le début du mois de juillet, on est à plus 6,5. On est à peu près comme la moyenne et la médiane du mois. Voilà. En médiane, août et septembre, c'est les 2 mois les plus pourris. C'est pour ça que moi, j'attends la fin du bear sur août et septembre. Et d'ailleurs, je vous remonte le ratio de Sharpe parce que pour moi, ça c'est mon indicateur magique. Là, alors moi, j'ai déjà commencé à rentrer, mais j'ai encore un paquet de cash que j'attends pour le drop final. Et j'ai rien trouvé de mieux finalement que la version rolling 52 week du Sharpe ratio. Tous les bottoms, Bitcoin est en vert et en orange, c'est le Sharpe ratio. Tous les bottoms finales ont été faits avec un Sharpe entre -1,5 et -2. -1,5, -2, -1,5, -2, -1,5, -2. Et là, on est en train de dropper à donf. Là, on est à -1,36, on y est presque. On y est presque. Je regarde tous les jours. Et là, il est en train d'accélérer à la baisse. Notez que le prix ne fait pas de nouveau plus bas, mais le Sharpe ratio, oui, hein. C'est deux choses différentes. Surtout lorsque vous faites une moyenne à 52 semaines. C'est roulant, c'est glissant. Et là, on est en train de dropper à fond. Moi, peu importe le prix, dès que j'ai un Sharpe ratio en version rolling 52 week qui drop entre 1, -1,5 et -2, j'alloue les derniers capitaux que je veux allouer. On verra où est le prix, peu importe où est le prix. Qu'il soit 60, 54, 57, 58, j'irai. Ou peut-être que je ferai, allez, une première partie dès qu'on passe sous -1,5 et une toute dernière dès qu'on s'approche de -2. Et là, regardez, c'était à chaque fois, c'était le bottom. C'était le bottom. C'était le bottom ici, là, c'était le bottom. Regardez, je vous montre, hop. Là, c'était, voilà, hop, c'était le bottom du Sharp, moins 71. 165 dollars. Vous avez payé à 165 dollars à l'époque. Donc voilà, tout ça arrive. C'est plus très loin en fait, on est déjà mi-juillet. Ça va très très vite. Ça devient haletant si vous me suivez en plus. C'était un semaine, ça devient haletant. Donc. Mais il manque encore un dernier truc. Alors, si jamais on est encore à 60K et que le Sharp est à -2, ben putain, c'est qu'on n'ira pas à 50. On n'ira pas à 50K. Voilà. Donc ça, je commence vraiment à suivre ça de manière alerte. C'est vrai qu'en plus, on a déjà les divergences weekly, donc il y a des choses, hein, il y a des gens qui pensent qu'on n'ira pas à 50, c'est peut-être ça le piège. Bon, c'est pourquoi je commence vraiment à regarder de près cette version du Sharp Ratio. Ok, bon, à court terme, on oscille toujours autour de la moyenne mobile à 200 semaines, la trend, etc. Voilà, on est toujours couvert par le Kumo daily du système Ishimoku. Donc tant qu'on est en dessous, ça reste bearish. Tant qu'on est sur la moyenne mobile à 50, c'est bearish. Il y a rien sur les ETF, il y a plus d'hémorragie. Il y a beaucoup trop de positions longues à effet de levier. Je pense qu'elles finiront par se faire taper. C'est peut-être là où résidera justement le dernier drop. Tellement il y a de positions là qui fait lever. Mais voilà, mais de toute façon, pour moi, on va faire le drop final, on va faire la fin là-dedans. Il nous faut une phase un peu latérale, vous voyez, la couleur verte là, il nous faut cette phase un peu latérale qui dure, qui dure. Donc ça matche bien avec mon truc de septembre-octobre, hein, un truc un peu vert comme ça, latéral, qui dure, qui dure, qui dure, et puis on repartirait. Voilà, je veux dire, le plan suit parfaitement son cours, mon plan d'action respecté, je ne veux pas dire à la lettre, mais ça va, ça suit à peu près, son cours, le cours des choses. Ok, d'accord. Alors, Bitcoin, où est-ce que je l'ai mis? J'ai
retiré. Attendez, je regarde. Je l'ai retiré. Ça c'est OK, super. Je sais pas pourquoi j'ai dû supprimer mon truc de BTC. Donc, hop, on se le remet. Pourquoi est-ce qu'on se le remet? Parce que je dois vous dire un mot de ADA et de NIR. Donc, alors, autant NIR, le bottom est fait. Autant NIR. Quand je vous dis que certaines altes ont fait leur bottom, NIR, c'est fait, hein. NIR, le bottom est fait donc depuis février dernier. Exactement le même bottom qu'octobre 2023, l'ancien bear. Vous y ajoutez le Kumo du système Ishimoku. Vous voyez donc le Kumo du système Ishimoku, on est exactement à cet endroit-là. Sauf que là, on bloque par le Kumo, donc ça dérive à plat. Là, on a fait la première vague. Là, on retrace, on retrace. Au pire, on peut retester la SMA 200. Là, c'est all-in sur la SMA 200. Vous voyez, donc là, on dérive comme ça, SMA 200, un truc comme ça, puis ça finira par passer. Et on fera ça. C'est un jeton de l'IA. Donc ça, si vous voulez, entre 1,50 et 1,75, ça se paye. Entre 1,50 et 1,75, ça se paye. Pour jouer la même poussée ici que le précédent, c'est un jeton de l'IA. Alors ADA, forcément ADA, c'est un des majeurs, mais qui s'est fait bien déglinguer. Je suis beaucoup plus à l'aise à revenir sur Solana que sur ADA, je vous le dis tout de suite, hein. Je préfère largement la configuration technique de Solana, la divergence en préparation, il y a peut-être un dernier bottom qui arrive avec un dernier creux. Je préfère largement Solana à ADA. Mais ADA, je voulais vous montrer des trucs. Alors déjà, ADA a retracé 96, non pas de son ancien bull run, parce qu'on est repassé en dessous du plus bas, mais 96 depuis mars 2020. Ça, c'est en échelle arithmétique. Alors oui, il y a peut-être un tout début de div weekly toute petite, etc. Mais quand je passe en log, vous voyez que je fais ici un A égale C. Et ben, ça me donne ça me donne le A égale C me donne 0,10. Donc moi, ADA, alors déjà, je préfère Solana. Je n'ai pas envie de me précipiter à payer du ADA. Si je devais le faire, ce serait entre 0,10 et 0,13. Donc je préfère Solana. J'ai pas du tout envie d'acheter du ADA. Mais si je devais le faire, qu'on me demandait une zone de prix pour y aller, ce serait entre 0,10 et 0,13. Chers amis, merci à toutes et à tous de votre attention.